Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans Tech Café, dans votre supplément de Tech Café, un épisode où, vous le savez, on prend le temps d'explorer des thématiques particulières avec des entretiens, des dossiers. Si vous voulez le show de l'actu tech du moment, c'est l'épisode précédent de Tech Café qu'il faut écouter, où on a beaucoup parlé de l'Apple Vision Pro, donc le casque de réalité augmentée ou réalité mixte d'Apple, qui a été présenté à l'occasion de la WWDC, la conférence pour les développeurs, la conférence annuelle. Il y avait des informations autour des nouvelles versions des systèmes d'exploitation d'Apple, mais il y avait évidemment ce produit qui fait couler beaucoup d'encre et qui suscite plein de réactions, parfois assez contrastées. Mais si vous voulez tout savoir, donc écoutez le précédent épisode qu'on a fait en format crossover, donc en format partagé avec l'autre podcast Apple Différemment. Je suis Guillaume Vendée et je suis ravi de retrouver pour la deuxième fois une personne qui était déjà intervenue dans un épisode supplément, c'est Marlène Vorenel. Salut Marlène, comment vas-tu ? Salut Guillaume, je vais très bien. Ravi de te retrouver aussi. Grand plaisir. Alors c'est toujours cool d'explorer des sujets un petit peu annexes à ceux de l'actu très chaude autour de la tech. Ça avait été très cool de le faire ensemble. Et c'est d'autant plus cool quand on fait une suite, quand on fait une continuité. Voilà, parce qu'on s'habitue à échanger ensemble forcément avec le temps. Et puis ça permet aussi de rebrancher les précédents épisodes. Donc si jamais vous voulez écouter le précédent épisode où tu décrivais un petit peu ton passé quelque part dans la gestion de carrière des entreprises de services du numérique, les fameuses ESN, jadis appelées SS2I. On en avait donc parlé pendant un épisode complet et tu ne mâchais pas tes mots sur les expériences que tu avais pu avoir. Et cet épisode, je vous le mets dans les notes de l'épisode. Vous avez le lien si jamais vous ne l'avez pas écouté et que vous voulez prendre le temps de l'écouter, bien entendu. Marlène, on va parler d'autre chose. On va parler, c'est dans la directe continuité forcément, hein, mais tu proposais, parce que je dois aussi dire aux auditeurs que c'est toi qui initie ces échanges sur la base de propositions de sujets à aborder, et je trouve ça plutôt très cool. On va parler de conseils de carrière, de comment gérer un petit peu son parcours, de comment solliciter une augmentation, ou même est-ce qu'il est pertinent de se lancer parfois en tant qu'indépendant. Je sais qu'il y a plein de gens qui nous écoutent, pas que d'ailleurs dans le monde de la tech, qui sont salariés et qui parfois se demandent est-ce que je devrais pas me lancer à mon compte. On va parler de tout ça. Juste avant, est-ce que tu peux nous donner un petit peu d'actu de ton côté, parce que quand on avait échangé, tu étais en train de lancer un blog. Comment ça se passe ? Oui, je suis en plein lancement très avancé, on va dire. Je commence à écrire des articles, je commence à poster aussi sur LinkedIn, pas assez fréquemment, mais bon, j'ai plein de choses à faire. De toute façon, un lancement d'entreprise, on pourra en reparler, c'est plein de rebondissements. Et il y a toujours des petites choses qui s'ajoutent, des choses auxquelles on n'a pas forcément pensé. Et puis, j'estime qu'on peut aussi prendre le temps, on n'est pas obligé de sauter du jour au lendemain, de changer de vie. Donc, c'est ce que je fais. Mais c'est bien, je commence à mettre des choses en place, à réfléchir aussi à l'offre qui sera à côté de ces médias, et donc ce sera de l'accompagnement de l'accompagnement carrière pour les techs, les pros de l'IT. Donc tout ça se met en place tranquillement, et puis de toute façon moi j'aime bien continuer à échanger avec toi, ça me permet aussi d'aller plus loin dans mes réflexions et de me confronter à d'autres points de vue, donc c'est toujours agréable. C'est un grand plaisir, et d'ailleurs on en profite, si les auditeurs ont des remarques, des commentaires à apporter, des questions, alors déjà ils peuvent le faire sur techcafé.fr, ils peuvent le faire aussi sur ton site, ils retrouveront là aussi le lien dans les notes de l'épisode, on redonnera tous les liens de toute façon en fin d'épisode, mais aussi sur les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas, si vous avez des questions autour de la gestion de carrière, évidemment axée dans le monde de la tech, mais peut-être pas que, n'hésitez pas, ça peut être intéressant d'aborder tout ça. Au passage, j'adore hacking de carrière. J'aime beaucoup l'approche que tu as. On peut rappeler que le hack, c'est pas que du piratage, hein, mais c'est aussi cette volonté d'arriver tirer parti de manière originale et pas forcément très conventionnelle de choses. Et donc là, en l'occurrence, pour une carrière, je trouve ça trop bien, quoi. Donc voilà, on pourra aller creuser ça. Ouais, je pars du principe, le hack, c'est, il y a un petit côté artiste aussi derrière que j'aime bien, dans le sens où on prend les règles du jeu, mais on essaie de les tirer dans tous les sens et d'aller jusqu'à la quintessence. Donc, j'aime bien cette mentalité. Il y a artiste, c'est vrai, il y a un côté artistique, mais il y a aussi un côté militant, je trouve, quelque part. Tu vois, il y a un côté mouvement de la foule pour aller à l'encontre de mouvements de société. Enfin.
Et plus j'écris, plus je m'aperçois que j'ai ce côté militant qui ressort. Mais... Bah c'est bien, c'est une cohérence du coup, donc ça se ressent. On va pouvoir en tirer parti ensemble de cette position militante parce que tu voulais tout simplement, peut-être on peut commencer par là, nous donner quelques conseils de carrière. Alors à quel niveau est-ce qu'on pourrait commencer à appliquer les conseils que tu vas nous donner? Écoute, on avait parlé. Alors c'est un sujet. J'aime bien les sortir de cette manière. Hein. Peut-on mentir sur son parcours? Mais je trouve que, en fait, la vision que les techs ont de leur propre parcours et de leur propre carrière, c'est hyper intéressant parce que moi, c'est une des grandes questions que je me suis posée. C'était vraiment même un effarement quand je suis arrivée dans ce milieu en rentrant en ESN. Je me dis mais purée, mais comment je peux être face à des gens qui ont fait autant d'études, qui sont hyper compétents dans leur domaine, qui parfois franchement voilà, sont même brillants et parlent aussi mal de ce qu'ils font et parfois mais se tirent une balle dans le pied parce qu'ils n'arrivent pas à se présenter et alors certes, j'allais dire c'est un peu la caricature du développeur, mais nous on avait un peu cette approche-là de se dire les traits techniques savent très mal se présenter. On avait beaucoup moins de problèmes avec les chefs de projet et les business analysts par exemple, qui ont l'habitude en fait toute la journée de présenter des choses et donc se présenter ça va avec. Et se présenter c'est pas qu'en entretien. C'est pas que le jour où on change d'emploi, se présenter, c'est maintenant sur les réseaux sociaux, voilà, à quoi ressemble mon LinkedIn. Se présenter, c'est au sein de son entreprise, se faire reconnaître comme quelqu'un de compétent et quelqu'un sur lequel on peut compter. Donc tout ça, je veux dire, présenter son parcours, se présenter soi. Je trouve que c'est une bonne manière d'aborder les choses et de prendre un peu de recul aussi sur ce qu'on fait au quotidien. Ça peut être, je veux dire, faire des lignes de code, c'est pas que cette compétence-là qui est importante. Tout ce qu'il y a autour permet vraiment de faire de soi un ingénieur en développement, mais pour les autres métiers, c'est pareil. Ouais, c'est vrai que quelque part, quand on y réfléchit, ça peut être effectivement vite valable pour plein de choses. Le truc un peu bateau, mais quand tu vas chez ton boulanger, certes, tu vas chercher du bon pain, mais quelque part, t'es bien content aussi d'avoir cette interaction humaine qui te va bien. Ou au contraire, d'ailleurs, parfois, des personnes en face de toi à la caisse qui te prennent pas la tête si t'es avec un profil un petit peu plus réservé et que t'as pas envie de passer du temps à faire semblant de discuter pour le plaisir. Ça marche aussi pour les coiffeurs, je trouve, quelque part. Ça marche pour tous les corps de métier. Quand t'as un entrepreneur qui vient chez toi et qui va te proposer de faire des travaux, oui, effectivement, ses compétences, mettons si c'est un plombier, c'est évidemment très important, mais à la limite, la manière dont il va présenter les choses, dont il va lui se présenter, qui va aller jusqu'au parcours de l'acte d'achat, de validation de la commande, je trouve que ça compte énormément et c'est des éléments de réassurance. Donc oui, en fait, quand on creuse, ça paraît extrêmement évident que c'est le cas aussi pour les développeurs, mais t'as raison, il y a un peu la caricature, je pense, du développeur qui voilà, c'est bien taper ses lignes de code, mais qui a peut-être plus de difficultés à échanger avec les autres. Je crois qu'effectivement, c'est un truc qu'il faut savoir développer. Et ça, les écoles, dans l'enseignement, c'est pas beaucoup accompagné, je pense, finalement. Et alors, je vais te dire, non, c'est très mal accompagné, à part sur des très grosses écoles. Nous, on arrivait à choper d'où les gens venaient, rien que par la façon dont ils se présentaient. Ouais. Non, mais c'était incroyable. Alors, je vais te dire en plus autre chose. Les écoles d'ingé en France sont particulièrement nulles pour préparer leurs étudiants à ce genre de défi. Et pourtant, j'allais dire, super, tu deviens bon techniquement, on va dire, avec tes petites mains. Mais si tu sais pas aller attraper les bons projets, te présenter correctement, ça sert à quoi? Enfin, voilà, à part devenir une petite main qui va faire ça toute sa vie. Et à contrario, et nous on recrutait beaucoup comme ça, les écoles d'ingénieurs, notamment en Algérie, Maroc, Tunisie, forment systématiquement, les grosses bien sûr, forment systématiquement leurs élèves à se présenter parfaitement. Et il y avait vraiment une différence de niveau flagrante entre ceux qui avaient fait des écoles uniquement françaises et ceux qui avaient fait des parcours avec d'abord une école d'ingénieurs au Maghreb et qui ensuite faisaient 2 années supplémentaires en master en France, qui se présentaient pas du tout de la même façon. Et je vais dire autre chose, pareil pour l'anglais, où on avait vraiment une grosse différence selon les écoles. Et je vais te dire, ça devient assez critique parfois, la maîtrise de l'anglais,
pour faire carrière, et on se retrouvait face à des personnes qui sortaient d'école d'ingé. Hein. Tu te dis mais purée quand même, c'est la base, qui pouvaient pas aligner 2 phrases. Bon c'est bien. Alors ok, après tu fais tes choix de carrière et tu bosses dans une entreprise 100% franco-française, sauf que c'est de moins en moins le cas. C'est-à-dire même la petite PME, un petit peu, on va dire, ou l'éditeur logiciel qui fait un produit assez niche, c'est pas exclu que demain elle se fasse racheter à l'international et que faille parler anglais. Si tu parles pas anglais, tant pis pour toi quoi. Et c'est dommage parce que c'est vraiment rater des opportunités. Et ça, je pense qu'il faut y penser dès ses études à tous ces soft skills hyper importants qui peuvent soit faire que tu as une carrière plan-plan, et j'allais dire t'as le droit, hein, c'est pas mon problème, soit faire exploser tous les compteurs. Mais enfin c'est pas à 45 ans, alors si on peut, hein, mais c'est pas à 45 ans que tu t'en aperçois, enfin, et que tu dis zut, j'ai raté le début de ma carrière. Ça se construit, et ouais, dis-moi. Je suis en train presque de mettre en parallèle ce que tu nous disais dans l'épisode précédent. Tu nous disais parfois que c'était le trait était peut-être exagéré et je le retranscris peut-être mal, mais que limite le CV servait à rien dans plein de situations. Mais là quand même, on est en train de souligner le fait que une des manières qu'on a de mettre en avant ces soft skills et montrer qu'on n'est pas juste passionné de séries et de cinéma comme le sont à peu près tous les CV de la planète. Ça peut être aussi sur le CV. Alors comment est-ce que tu penses qu'on peut valoriser ces soft skills? Est-ce que c'est uniquement quand on est en entretien, quand on est en entreprise que ça va se voir, ou est-ce qu'on peut les démontrer avant, au moment du recrutement? Alors, quand je disais que le CV il servait à rien, pour moi, le CV liste de compétences sert à rien. Et dire le CV qui dit juste voilà, j'ai fait telle tâche dans telle entreprise n'a pas de valeur ajoutée. Or, ce qui est important de bien avoir en tête, c'est que ce qui va faire ta valeur auprès d'un employeur, et donc ensuite qui va te permettre d'avoir une augmentation ou de négocier un beau projet, etc. C'est pas juste la valeur, la compétence de je sais coder en Java ou je parle beaucoup de dev, mais j'ai un dev à la maison, mais mais bon, vous adapterez. Mais c'est aussi la compétence de se dire, j'ai une vision d'entreprise globale qui fait que certes, je fais des lignes de code, mais je fais un produit au service d'un client. Je comprends les implications de l'application sur laquelle je travaille. C'est exactement ce qui va faire que des gars qui bossent en finance de marché et qui connaissent sur le bout des doigts des logiciels de finance ou des règles de fiscalité hyper compliquées vont avoir une valeur sur le marché de l'emploi vraiment supérieure. Et ce qui est important, c'est pas de développer sa valeur de compétence de base, mais sa valeur ajoutée ou la valeur perçue qu'on a parce que on a tous ces skills, ces soft skills autour qui sont intéressantes. Et d'ailleurs, en parlant de skills, il y a un truc qui sort là. Il y a les hard skills, les soft skills, et puis ils appellent ça les math skills maintenant. C'est justement ce que tu disais, comment se faire remarquer. C'est aussi tout ce qui fait la singularité de la personne ou l'authenticité de la personne. Et ça peut se ressentir, certes, sur ses réseaux, sur un CV, mais j'allais dire, ça va se ressentir aussi dans l'approche globale qu'on a par rapport à un client. Une approche client, c'est pas que pour du salariat, hein, mais comment je vais me brander, le personal branding, etc. C'est comment je vais apporter mon piquant dans l'entreprise, peut-être une démarche à rebours. Ça, c'est des choses qui sont de plus en plus observées et qui sont pas forcément évidentes à valoriser, mais j'allais dire, pourquoi faire un CV en fait? Peut-être qu'on peut faire autre chose. Peut-être que le meilleur CV qu'on peut avoir, c'est une appli qu'on a faite. Et ça, alors j'ai un exemple magnifique, hein, d'un petit jeune. Alors un petit jeune, il était même pas diplômé. Je te donne un exemple. Même pas diplômé, que j'amène chez un client parce que je sais que la mission commence quand il sera diplômé. Mais je l'amène un peu en mode je le prends sous le bras et puis on va bien voir ce qui se passe quoi.
Et parce que le client cherchait vraiment un gars super calé sur des applis sur des applis Android. Mhm. Et il me dit là je viens d'en faire une quoi. Enfin donc c'est mon consultant qui me dit je viens d'en faire une. Et je dis écoute, premier truc que tu fais en entretien, direct tu lui dis j'ai fait une appli. Et en gros, mais vraiment au bout de 2 minutes, le client s'est assis à côté de mon petit jeune qui lui a montré son appli, comment ça fonctionnait, etc. Voilà, j'ai fait ça comme ça, patati patata. Il dit je veux la même pour moi quoi. Bon, c'est parti, emballé, c'est pesé. Et alors, ce petit jeune, moi, je l'ai facturé au client comme si c'était un mec, alors pas expert, mais pas loin, quoi. Et à ce moment-là, il était pas diplômé. Donc, ce que je veux dire, c'est là, il a eu l'intelligence de se dire, voilà, mon client, je vais lui vendre en fait un produit plutôt que de me vendre moi. Et bon, pourtant, il a été salarié, etc. Mais c'est aussi avoir cette finesse là, de se dire comment je vais aborder mes sujets. Est-ce que je vais juste faire ma liste de compétences ou plutôt montrer exactement ce que je sais faire et donner envie au client. Bon, ça fait partie des petites choses qui peuvent faire la différence. Ouais, moi j'y crois beaucoup effectivement aux réalisations personnelles qui arrivent à donner du concret. Alors surtout si on sort d'une école, effectivement t'as raison. Je pense d'avoir mis en ligne une application sur des stores et de pouvoir dire téléchargez-la, vous allez voir, c'est moi qui l'ai fait, c'est bluffant. Je pense à d'autres domaines qui sont pas forcément directement liés à la tech, mais peut-être un tout petit peu plus éloignés. Mais la création d'un blog par exemple, même effectivement tu le disais, d'avoir un compte sur LinkedIn qui soit animé avec du vrai contenu apporté, des vidéos ou pourquoi pas même, j'allais dire des streams quoi, des streams même de jeux vidéo où on va parler d'autres choses à côté. Tous ces éléments-là, je pense que on est à une époque où c'est hyper facile de le faire, en tout cas techniquement. Je pense qu'il faut effectivement y mettre du temps, il faut aussi avoir l'intelligence de faire quelque chose qui soit perceptible pour les autres et qui soit vendeur. Mais techniquement aujourd'hui, avec un ordi, un smartphone, une tablette, on peut faire tellement de choses qui sont accessibles et qui sont très convaincantes. Et de se satisfaire de montrer des réalisations de projets qui ont été faits à l'école, je pense que c'est pas suffisant et que ce qui peut effectivement faire la différence dans le cadre, en l'occurrence même d'un recrutement, ça peut évidemment beaucoup marcher quoi. Donc on a noté les mad skills, je connaissais pas, je l'ai noté. Ça peut être évidemment des langues, certaines passions qu'on peut rattacher au boulot, des prises de parole sur un réseau social comme LinkedIn, des réalisations personnelles. T'as d'autres exemples éventuellement de... Alors juste quand même, je vais donner un exemple alors qui est très personnel, mais sur les centres d'intérêt. Ne mettez plus cinéma. Oui, cinéma, série, Netflix. C'est bon, non. Après, si vous êtes vraiment hyper passionné de cinéma hongkongais des années 90, voilà. Autant le préciser, auquel cas, ouais. Non, mais mettez un truc qui a de la saveur et qui va amener une histoire. Et alors, ça, je suis pas une tech, mais je vais quand même donner une petite histoire. Je faisais un entretien il y a quelques années pour une boîte, c'était pour un boulot de commercial, et j'avais mis jeu de rôle fantastique en centre d'intérêt. Et les gars ne savaient pas ce que c'était, d'accord. Et ils m'ont demandé qu'est-ce que c'est. Et je pense qu'on a passé plus de temps à parler de JDR qu'à parler de mes compétences à côté. Parce qu'en fait, finalement, c'est plus trop le sujet. Ok, j'avais déjà une expérience de commercial, c'était pas le problème. Le problème, c'était ma personnalité, en fait. Et qu'est-ce que je pouvais amener de différent, peut-être dans l'entreprise ou à mes clients, voilà, à ce point de vue. Donc, mettez des choses dans le centre d'intérêt qui vont amener des histoires, amener votre histoire, sur lesquelles vous allez être montré que vous êtes passionné, montrer que vous avez la compétence peut-être annexe, mais c'est pas grave. Il y a plein de compétences à faire du JDR, mais je pense que si vous êtes dans la musique, vous aimez la musique, mettez que vous êtes bassiste dans un groupe de rock et que vous faites des reprises de Muse, j'en sais rien. Mais c'est voilà, de suite, ça va attirer l'attention sur autre chose qui peut être aussi important pour une entreprise et qui va vous différencier, vous apporter ce côté, comme je disais, les math skills, cette authenticité que les entreprises recherchent de plus en plus. Ça me parle énormément, jeu de rôle, parce que j'ai été à peu près dans la même situation. Fantastique, c'était quoi? C'était du Warhammer, Donjons et Dragons, plus classique, c'était quoi? Très bien.
Forcément, ouais, oui. J'en profite. Du coup, je fais un petit peu d'autopromo. Il y aura un épisode estival, peut-être même 2. On est en train de construire ça avec Romaric Briand, qui anime La Cellule, un podcast sur le jeu de rôle et qui est lui-même auteur de jeux de rôle indépendant. Il est en train de sortir un jeu de rôle qui est appuyé dans son concept autour de ce qui se passe dans les intelligences artificielles génératives, et ça va être hyper intéressant à suivre. Est-ce que tu as d'autres conseils de carrière à mettre en avant, en plus des math skills et soft skills? Ouais, je vais finir sur. J'avais commencé par cette question, est-ce qu'on peut mentir sur son CV? J'allais dire la réponse elle est simple, elle est oui. Non mais je vais affiner. Non en fait, je réfléchis à ce sujet parce que j'ai vu que quasiment 70% maintenant des jeunes là de la génération Z avouaient mentir sur leur CV. Okay. Et je me posais la question, est-ce que c'est grave? Ouais. Et en fait, en regardant un peu la littérature sur le web et notamment tous les blogs de cabinets de recrutement, paraît-il que c'est extrêmement grave. En tout cas, c'est comme ça qu'ils disent. C'est de la trahison, etc. Alors, moi, je vois ça comme le mal absolu, personnellement, à ce stade. Mais ouais, j'ai cette impression-là. Alors, de une, je vais te dire, non, c'est pas le mal absolu parce que, mais ça dépend comment c'est fait. Il y a pas de mal à avoir des trous dans sa carrière ou d'avoir fait un projet perso qu'on veut faire passer pour un projet pro. L'important pour le client, c'est qu'on ait la compétence effective. Et c'est pas grave si t'as mis si cette compétence tu l'as acquise d'une façon ou d'une autre, c'est pas grave si tu as mis plus ou moins de temps à l'acquérir. À la fin, ce qui est important, c'est que le travail il soit fait. Et j'allais dire, donc tricher, maquiller des petites choses, réduire un congé mater, etc. Je dirais qu'en soi, c'est pas très grave si à la fin le boulot il est fait. Mais pourquoi, d'un point de vue recruteur, c'est pas bien de faire ça? C'est que évidemment, moi je l'ai vu, en tant que recruteur, on cherche toujours la petite bête pour faire baisser le salaire. Et évidemment, une personne, et je donne cet exemple sur mon blog, une personne qui a fait un congé parental, et même si elle a 10 ou 15 ans d'expérience avant, on va la massacrer au niveau du salaire, vraiment. Et on les faisait repartir comme s'ils avaient 2-3 ans d'expérience. Alors que c'était pas du tout justifié, bien sûr, puisque on perd pas des neurones en faisant un enfant. Heureux. Enfin, on perd des neurones après, quand on gère l'enfant qui grandit, mais pas au moment où on fait l'enfant, pas pour le congé maternité. Mais si tu veux, il y a parfois des petites erreurs de parcours. Je lisais dans certains blogs, mettez en avant vos erreurs de parcours, etc. Non, parce que on va vous massacrer, voilà. Et la vérité, c'est que les employeurs, eux, ils vous mentent. Voilà, ils vous mentent sur leurs offres d'emploi. Ils disent mais vraiment n'importe quoi. Enfin, vous avez des offres d'emploi, c'était ridicule. Et donc je vois pas pourquoi certains se prendraient des droits et pas les autres. Alors la question, c'est encore une fois, c'est son niveau d'honnêteté, parce que je dis pas qu'on est obligé de mentir, je dis juste que c'est pas très grave. Et alors légalement, c'est pas très grave non plus, parce que personne n'a jamais été licencié pour avoir fait un petit mensonge sur son CV. On peut être licencié pour des gros. Voilà, on peut être licencié pour des très gros mensonges. Par exemple, si sur l'offre d'emploi, sur le poste, on a besoin spécifiquement de tel diplôme ou de telle certification, et qu'on l'a pas et qu'on dit qu'on l'a. Là, on peut faire casser complètement le contrat de travail. Mais sinon, les jurisprudences sont plutôt à la faveur des tricheurs, on va dire. Et mais encore une fois, l'idée c'est pas de vous faire un CV qui n'a jamais existé, c'est plutôt de valoriser certaines compétences ou certaines caractéristiques qui vont faire que ça va matcher et qu'on va pas trop se poser de questions. Moi, je suis très... je dis ça à tous mes consultants, même quand ils se présentaient en entretien. De toute façon, alors, je vais dire, des dossiers de compétences de consultants trafiqués, c'était mon petit dada. J'en faisais à l'appel et tout le monde faisait ça. Donc, pareil, on va pas raconter que c'est pas bien de mentir sur son CV, alors qu'on savait tous que nous, par exemple, en ESN, on les reprenait de A à Z, on les réécrivait en entier, parfois sans le dire aux consultants. Alors moi, je faisais pas comme ça, mais certains le faisaient sans le dire aux consultants, pour après les envoyer aux clients, histoire que ça matche avec les besoins de l'entreprise. Donc, mais je sais que c'est très générationnel, parce que par exemple, on va dire sur notre génération, les gens qui avouent mentir sur leur CV, c'est 30%, je crois. Donc c'est vrai et puis je crois que les boomers c'est 4%, tu vois. Donc c'est vraiment une question hyper générationnelle, et
Et oui, je me suis fait cette réflexion. Non, c'est pas grave à partir du moment où on trahit pas complètement son parcours non plus. Et puis un parcours atypique, c'est pas affreux. Hein. J'en ai un et ça va. Je me débrouille. Mais si tu veux, voilà, il y a des petites choses qui font que ce serait dommage de se griller pour parfois des milliers d'euros de salaire, hein, très clairement. Enfin, pourquoi ? Enfin, je veux dire, ils sont mieux dans notre poche que dans la poche des actionnaires d'une grosse boîte. Donc, autant se faire embaucher à un bon salaire. Et on en reparlera tout à l'heure sur les augmentations. C'est hyper important en plus d'être embauché au meilleur salaire possible. Donc, faut pas se mettre de balles dans le pied, mais à tous les niveaux. Hein, faut pas non plus mentir en disant qu'on est absolument bilingue en anglais. Ça va se voir au bout d'un moment. Hein. Oui, effectivement, donc, ça c'est plus constatable. Voilà, il y a plus de risques de se faire virer parce qu'on n'est pas compétent, voilà, pour incompétence professionnelle parce qu'on a raconté n'importe quoi sur son CV, que parce qu'on a effectivement menti sur son CV. Donc voilà, donc c'est oui, je sais que je prends le contre-pied d'une façon de penser, mais bon voilà, ce que j'ai constaté, encore une fois, j'ai rarement chopé des gens qui disaient n'importe quoi sur leur CV, parce que même s'ils avaient menti, en général c'est des petites choses, des 3 mois de battements entre deux contrats qui sont réduits, enfin voilà, des choses comme ça, un congé mater qui passe, enfin un congé parental qui passe de 2 ans à 1 an. C'est pas très grave au final, c'est pas très grave. J'arrive à me demander en t'entendant expliquer ça et nous éclairer là-dessus si le CV est pas l'outil le plus pourri qu'on ait aujourd'hui à notre disposition pour candidater quoi. Mais après je sais pas par quoi on pourrait le remplacer mais. Alors moi je vais te dire, alors ça se fait pas trop dans la tech encore, mais pour en discuter avec ma voisine hein, qui est responsable de magasin et qui cherche régulièrement des vendeurs, etc. Ouais. Ils font maintenant des recrutements sans CV. C'est-à-dire vous venez, le rendez-vous c'est telle heure, tel jour, venez sans votre CV. Et on va juste discuter, vous allez visiter le magasin, je vais voir comment vous comportez globalement. Votre CV m'intéresse pas quoi, c'est pas ça qui m'intéresse. Alors moi, je suis assez partisane plutôt le CV, voilà, le dossier de compétences, on va dire amélioré avec des réalisations, des liens vers son GitHub, etc. Voilà, là ça me parle. Mais je vais te dire, hein, un autre truc, hein, nous, pour valider les compétences, on faisait passer des coding games. Je pense que les auditeurs, ils en passent plein. On peut s'entraîner dessus. Tu sais ce que c'est, hein, c'est des tests techniques en fait. Hein. Okay. On les a passés depuis la maison, donc, mais on savait pertinemment que certains faisaient passer par les potes, quoi. Même ça, comment valider ? Et donc. Est-ce que c'est grave en fait ? Effectivement, à partir du moment où la restitution elle est bonne, que la personne s'appuie sur des ressources en ligne, sur un travail qui a déjà été fait, sur des connaissances qui sont prêtes à l'aider, finalement, est-ce que c'est si problématique que ça ? Ça permet déjà de juger la qualité d'un retour, et puis le comment après, j'ai l'impression que c'est peut-être moins important, non ? Oui, alors à part pour des compétences hyper spécifiques, mais c'est Bien vrai sûr. que moi, encore une fois, tant que le travail il est fait à la fin, je veux dire, c'est pas parce que les générations Z racontent n'importe quoi sur leur CV que les boîtes s'écroulent, hein. C'est pas ça le problème. Donc c'est enfin, voilà, la façon de percevoir son travail, la façon de se présenter est en train de complètement évoluer. De toute façon, les gens ils sont habitués à se mettre des filtres Insta sur la figure toute la journée, donc je veux dire ils mettent des filtres sur leur parcours pro aussi, mais ça fait partie du jeu. Et c'est vrai que c'est très difficile pour les employeurs de faire le tri, mais j'allais dire, voilà, j'ai l'impression qu'il y a plein d'employeurs pour lesquels c'est un très gros problème. En fait, est-ce que c'est vraiment un problème à partir du moment où le boulot est fait ? C'est la question que je me permets de poser. Ok, il y a un truc que tu as dit tout à l'heure qui me semble hyper important, c'est d'arriver à négocier le meilleur salaire dès le départ. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment ça marche, les mécaniques d'augmentation ? J'imagine que c'est aussi très difficile d'être augmenté de manière générale pour le commun des mortels si on ne sait pas comment s'y prendre et si on n'a pas en tête la démarche, le pourquoi du comment. Et donc c'est très important d'arriver dès le départ à avoir le meilleur salaire possible. Bon, et puis après, c'est du bon sens aussi, hein, d'avoir le meilleur salaire possible. Mais comment ça se passe, la gestion d'une augmentation ? Quel conseil tu pourrais donner ? Alors, en fait, le conseil premier que je donne, c'est effectivement de bien comprendre comment fonctionne le système d'attribution des augmentations dans sa boîte. Je donne un exemple pour mon ESN, et tu vas voir, c'est flagrant.
nous, on avait une enveloppe d'augmentation qui était de 1,25% de la masse salariale. C'est-à-dire que voilà, on avait ça à distribuer, enfin par rapport au salaire de base, on avait droit à 1,25% d'augmentation. Tu prends sur un salaire à 45 000 brut, pour voilà, en début de carrière, c'est 562,50 € brut annuel. Est-ce que c'est une augmentation quand tu vois l'inflation? Non. Donc déjà, on partait mal, tu vois. C'est-à-dire que et donc il y en avait certains qui passaient à l'as juste parce qu'il y avait certains qu'on pouvait pas augmenter de 500 balles, c'était pas possible. Certains, voilà, ils avaient des compétences ou alors on voulait absolument les garder et eux ils se tapaient des augmentes à 3, 4, 5 000 €. Et puis il y avait les autres quoi, alors qui n'avaient rien et en général ils partaient et puis c'était partie de la vie quoi. Et un autre constat par rapport à cette façon de penser. Eh ben oui, si tu pars avec un salaire plus bas à la base, parce qu'on avait des grilles avec des petites cases vertes, jaunes, rouges pour savoir si on avait dépassé ou pas. Plus ton salaire il est bas à la base, moins ton augmentation, imaginée, elle est forte. Donc c'était ceux qui avaient le plus gros salaire de base qui étaient le plus augmentés. C'est con à dire, mais c'était comme ça. Donc c'est pour ça qu'il faut se battre, mais vraiment dès le début quoi, dès le début et surtout ne jamais croire un manager qui te dit non mais tu commences bas et tu auras une augmentation l'année prochaine si tu travailles bien. Ce n'est pas le même budget, c'est pas du tout le même budget, c'est pas forcément les mêmes personnes qui acceptent, qui vont donner le feu vert pour un salaire d'entrée et des augmentations. Donc et puis je veux dire un an des managers ça tourne, alors en ESN mais pas qu'en ESN. Donc non puis se battre 1 000 € encore une fois sont mieux dans sa poche que chez le voisin ou enfin voisin actionnaire ou grand patron ou j'en sais rien. Donc et alors il y a une autre chose que j'avais remarqué, c'est que alors je sais pas si ça vient des écoles ou quoi, mais notamment pour les jeunes diplômés, mais même après, c'était assez difficile d'imaginer son salaire, le salaire auquel on allait être embauché. Et moi, j'avais des gens qui étaient de la même compétence, qui me proposaient, qui me disaient, moi je veux un tel salaire. Il y avait 15-20% de différence. Et c'est-à-dire que après, selon les écoles où on est, par exemple, on va pas te dire que ton salaire de base c'est le même. Et du coup, il y en avait plein qui avaient vachement de mal à se vendre parce que t'avais ceux qui étaient hyper guerriers et qui demandaient limite trop, il fallait qu'ils redescendent un peu sur terre. Puis t'avais ceux qui étaient limite, et tu disais, qui demandaient quoi. Mais la crainte, elle est quand même dans le camp de ceux qui ont peur de demander trop. On est d'accord? Mais n'ayez pas peur de demander trop. Non. Ouais. Non, parce que au pire, on va dire non, c'est trop. Ouais. Voilà, parce que quand on est dans un secteur pénurique, je veux dire, faut redistribuer les cartes. C'est les boîtes et les managers qui sont en chien. C'est pas Alors, sauf si t'es un jeune diplômé qui a fait une reconversion de 6 mois. Et ok, mais parce que là, en général, on dit que tu vas commencer à des salaires beaucoup trop par rapport à la réalité. Mais c'est normal, ils essaient de te vendre une formation qui coûte une blinde. Donc, il faut bien qu'ils essaient de faire croire que tu vas rentrer dans tes frais très vite. Non, faut pas avoir peur de challenger. Et alors, une bonne manière de challenger, et alors ça, je veux dire, j'ai mon cobaye préféré à la maison où je lui ai dit de faire ça et ça marchait super bien. Déjà, c'est de mettre, tu peux mettre son CV en ligne. Et mais alors le CV pimpé quoi, tu vois, le plus balèze. Et t'attends que les gens appellent. Et moi j'avais dit à chaque fois que tu annonces, parce qu'au départ ils voulaient un salaire trop bas. Je dis non mais tu te rends pas compte. Dans une boîte tu étais très mal payé. Et je lui dis mais tu te rends pas compte, tu vaux beaucoup plus. Alors il me donne un chiffre et je lui dis non mais tu vaux beaucoup plus, mais tu vas t'en rendre compte très vite. Je lui dis à chaque fois qu'un mec au téléphone ou une nana te dit ok pour tel salaire, celui d'après tu lui dis 5-4 plus. À la fin de la journée, il me dit ah purée mais je vaux 65K. Je lui dis non tu vaux pas vraiment 65K, mais il y avait des mecs qui c'est n'importe quoi comme salaire. Bon mais ça l'a reboosté quoi. Et du coup après il s'est dit vraiment voilà combien je vaux, qu'est-ce que je veux. Et c'est important avant de se dire d'aller voir pour une augmentation, de se dire mais ok mais je vaux vraiment combien sur le marché actuellement et
il y a plein de grilles là en ligne sur tous les blogs, pareil ouais, t'habites à Nantes, tu fais tel techno, t'as tant d'années d'expérience, tu vaux autant. Mais en fait, non, sortez des grilles, allez tâter vraiment le terrain. Alors je dis pas qu'il faut faire 50 entretiens, ce serait vraiment le conseil le plus nul, mais voilà, essayez de tâter le terrain sur des entreprises que vous connaissez, avec d'autres gens que vous connaissez. Pour voir eux à combien ils sont payés exactement. Essayez de trouver quelle est votre valeur ajoutée, c'est-à-dire le petit truc qui fait que vous allez être payé plus et qui fait que finalement toutes vos autres compétences à côté sont assez c'est pas qu'elles sont inutiles, mais elles sont assez banales, mais il y aura peut-être une chose chez vous qui va faire que bingo quoi, mais encore faut-il le trouver. Et est-ce que tu penses que c'est une bonne pratique? Est-ce que tu peux recommander le fait que, bon, une fois que tu as mis en ligne ton CV aux stéroïdes en ligne pour essayer d'évaluer un petit peu combien tu vaux sur le marché de l'emploi, est-ce que c'est bien de venir voir son employeur et dire, bah voilà, moi on m'a proposé tant. Est-ce que c'est une bonne pratique ou c'est un peu dangereux? Non, c'est... Oui. Et c'est pas pour ça. Alors, en fait, encore une fois, quel est ton objectif quand tu fais ça? C'est tu veux une augmentation parce que tu aimes vraiment ton boulot, mais que tu dis que tu pourrais avoir plus, ou tu te dis bon bah si j'ai pas, bah tant pis, je vais ailleurs. Ouais. Et j'allais dire, si le but c'est vraiment juste que t'adores ton boulot, mais tu te dis purée, je peux y gratter 2, 3, peut-être même plus. Hein. On peut gratter 10, 15, des gens qui même 20. Pour faire le même boulot, c'est-à-dire faut bien se rendre compte qu'au bout d'un moment c'est même plus la compétence qui joue, hein, c'est-à-dire que t'étais aussi compétent le jour d'avant que le jour d'après, hein. Mais encore une fois c'est comment tu vas amener le truc, la valeur perçue, ta valeur perçue par ton employeur, ta valeur ajoutée au travail qui va faire toute la différence. C'est soit je veux garder mon boulot mais je vais être payé le juste prix et effectivement aller voir un petit peu ailleurs et jouer à côté ils m'ont proposé 10 plus, je comprends pas, tu sais je t'aime beaucoup mais bon au bout d'un moment tu comprends que j'ai une famille, bon ben on peut jouer ça, hein, y a pas de problème. Moi j'avais des spécialistes de la question, ils avaient toujours leurs augmentations. Alors autant voilà, il y en avait certains ils avaient jamais d'augmentation, mais alors eux ils avaient toujours leurs augmentations. Et après, il y a la solution 2, c'est la lettre d'œdème. Et je vais te dire, la lettre d'œdème, c'est la meilleure arme qui existe. Est-ce que c'est un peu comme la demande de résiliation auprès de ton fournisseur accès à Internet? C'est là où il te propose les meilleures offres. Oh là 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 là. Mais alors, putain, mais alors, je te promets. Nous, on avait des gens qu'on mettait parfois dans des situations hyper compliquées. On leur promettait telle ou telle formation, telle ou telle prime sur objectif, etc. Bon, on les oubliait tout le temps. Hein. Il y avait... c'était un peu institutionnel, quoi. Mais je pense qu'il y a beaucoup de boîtes qui fonctionnent comme ça. Ah, tu l'auras le mois prochain, c'est pas très grave. Et au bout d'un moment, ils en avaient marre, ils mettaient leur lettre d'œdème. Et alors, quand on recevait la lettre d'œdème, plus rien ne comptait. C'est-à-dire qu'on annulait les rendez-vous chez les clients, limite. Tu vois. C'était oh purée, on a la lettre d'œdème de machin ou de machine, faut faire quelque chose. Voilà. Et il y avait que à ce moment-là qu'on commençait à se bouger. Et il y a plein de boîtes. Mais c'est pas qu'en est, il y a plein de boîtes qui fonctionnent comme ça. Parce que tant que t'as pas la lettre d'œdème, bon, ça passe. Et puis ça passe 1 mois, ça passe 2 mois, ça passe 3 mois. Parfois, il y a des gens, ça passe 2 ans, tu vois. Donc, pourquoi ne pas laisser la situation pareille? Et puis, ces gens-là travaillent pas forcément moins bien, hein. Donc, mais encore faut-il, c'est-à-dire que moi je dis la lettre d'œdème, ok, mais si t'es vraiment prêt à démissionner, parce que sinon c'est la loose. Bien sûr. Et quelque part, c'est difficile aussi de critiquer l'entreprise qui fonctionne comme ça, quelque part, parce que là, il y a un côté un peu cynique quand on décrit les choses comme ça, en disant c'est un comble. Enfin, on pourrait tirer comme conclusion, c'est un comble de fonctionner comme ça, d'attendre une lettre de démission pour vraiment considérer une augmentation. Quelque part, ça se comprend aussi. Si jamais il y avait systématiquement une considération d'une demande d'augmentation, j'ai l'impression ça tiendrait pas, quoi, d'un point de vue business pour l'entreprise. Oui. Et puis tu sais, moi j'avais les serial demandeurs d'augmentation qui m'en donnaient une tous les 3 mois. Et puis encore une fois, si tu t'arrêtes à ça, tu t'en sors jamais, quoi. Enfin, donc oui, évidemment, c'est une manière de fonctionner pour l'entreprise. L'entreprise, elle échange pas que une compétence contre de l'argent, hein. Elle échange aussi un service global et une façon, enfin une perception qu'elle a de son employé. Et si la perception de l'entreprise c'est que
bah si tu augmentes pas, il va rester, il va faire son travail normalement. Bah, pourquoi augmenter? Enfin, je veux dire, c'est la base d'un échange commercial. Enfin, mes clients, ils fonctionnent pareil. Et on en reparlera tout à l'heure si on parle de freelancing, mais tous les clients fonctionnent comme ça. Donc, de toute façon, je pars d'un principe. Tu risques quoi? Tu demandes, t'as pas. Bon, ben t'as pas. A priori, la balle est dans ton camp. C'est-à-dire que je peux pas le dire à mes consultants à l'époque, mais pourtant j'avais envie de leur crier. Mais gars, si tu démissionnes, imagine combien ça va me coûter de recruter quelqu'un, de faire la passation, de faire. Ça se trouve t'es super bon et que le client t'adore en plus, mais voilà la perte de confiance du client. Nous on avait une habitude de dire c'était alors, un recrutement, c'était entre 6 000 et 7 000 euros, ça nous coûtait. J'allais te poser la question, est-ce que tu avais en tête le coût d'un recrutement et c'est intéressant aussi de l'avoir à l'esprit, même quand on quand on candidate pour un job, de savoir qu'une entreprise, le fait de recruter quelqu'un, ça lui coûte de l'argent et la somme est pas négligeable, quoi. C'est quelques mois de salaire parfois. Enfin. Ouais, 6 ou 7 000 euros, mais j'allais dire ça c'était pour un junior, c'est-à-dire que c'est pour un profil. Je vais parler marchandise, mais un profil tout venant. Voilà, un développeur basique, qui a des compétences basiques. Tu passes sur quelqu'un qui a un niveau de seniorité ou d'expertise hyper important. J'allais dire, nous, on devait être autour des 15 cas le recrutement, parce que c'est très long, parce qu'il faut des gens plus qualifiés pour aller recruter ces personnes. Parce que parfois, faut mettre plus de temps pour valider les compétences, etc. Et ça, j'allais dire encore une fois, c'est pas pour un profil directeur, etc. Ça coûte beaucoup plus cher. Donc, si tu mets ça bout à bout, si tu claques ta dème et que tu pars vraiment, ta boîte, elle va peut-être payer 10K pour te remplacer. Est-ce que elle a pas mieux fait de te filer une augmentation et d'avoir un gars qu'elle sait qu'il travaille bien? Qui potentiellement va rester plus longtemps, plutôt que de jouer en fait vraiment aux devinettes avec quelqu'un qu'elle ne connaît pas et qui éventuellement sera en période d'essai et peut claquer sa dème en 48 heures. Enfin, je veux dire, c'est le pire. Nous, c'était le pire qu'on avait. C'est le pire scénario, c'était les gens qu'on intégrait, qui avaient 48 heures pour claquer leur dème et qui, du coup, on les mettait chez les clients et en gros en 2 jours, paf. La crédibilité, je suis plus là. Quand même. Ouais. Alors là, la crédibilité, mais adieu, quoi. Alors, t'imagines si tu fais ça à un client, peut-être ça va passer une fois, parce qu'il est OK, que le marché, il est compliqué. Purée, à la deuxième, il va se dire, gars, je vais peut-être aller voir le fournisseur d'à côté, quoi. Donc oui, faut aussi avoir ça en tête quand on veut négocier une augmentation ou quoi que ce soit, parce que tout se négocie. Le télétravail, ça se négocie. Travailler moins pour être payé autant, ça se négocie. Je sais, j'ai fait l'expérience donc avec mon mari qui a fait ça avec sa boîte en lui disant voilà, je lui ai expliqué comment il allait faire, ça s'est très bien passé. Voilà, il s'est tapé payé 100% avec une augmentation, un travailleur en 90%. Donc tout est possible, c'est-à-dire que même s'il n'y a pas d'argent, même si ta boîte elle te dit non mais je peux pas te payer plus, tu dis d'accord mais je vais travailler moins. Tu vas me payer. Okay. Non mais et ça peut marcher, c'est-à-dire que il y a les boîtes sont tellement prêts à vous garder parce que là dans ce cas-là il était bon, le client l'aimait beaucoup. Donc faut jouer de tout ça. Et puis alors surtout oui, notez tout. Toutes les petites victoires, moi j'appelais ça célébrer les petites victoires. Notez tout. Le client il est super content, il vous a fait un mail, vous il est super content, vous avez fait gagner tel projet à l'entreprise, vous avez fait de la cooptation, etc. Vous mettez tout bout à bout avant d'aller voir pour la demande d'augmentation. Et tu dis mais tu sais, j'ai fait ça. Parce que bon, le boulot de ton manager c'est de te dire mais tu sais, les temps sont durs. Mais je peux pas. Peut-être dans 6 mois. Non, mais c'est pas vrai. Voilà, c'est pas vrai. Tout est possible. Et je pense que ce qui est important, c'est, tu vas me le dire, mais j'ai l'impression que ce qui est important aussi, c'est d'arriver à faire ressortir ta demande d'augmentation. Des demandes d'augmentation un peu façon marronnier, comme tu le disais tout à l'heure, les personnes qui demandent tous les 3 mois ou tous les ans une augmentation.
parce qu'ils en ont pas eu depuis un moment. J'ai le sentiment que ça, c'est peut-être le truc le plus facile à démonter quand tu es en interface avec des collaborateurs pour des demandes d'augmentation. C'est quand tu as une personne qui te le demande de manière récurrente sans mettre en face les victoires que tu es en train de lister et qui dit qu'il en a envie ou besoin parce qu'il en a pas eu avant. Alors après, il y a des conventions d'entreprise qui font que naturellement, il y a des réévaluations, mais c'est pas ce que je considère être une augmentation dans le cadre de notre discussion. Et, ouais. Très bien. Écoute, ça permet de clarifier un peu les choses et je pense que les gens, tous autant qu'ils sont, quand ils écoutent cet épisode de podcast, ça va leur faire écho à des succès qu'ils ont pu avoir. Ils vont commencer à les noter sur la petite note de leur smartphone pour les avoir en tête par la suite. Il y a quand même une question assez importante qu'on a, je pense, à laquelle on est régulièrement confronté et que tu voulais aborder dans cet épisode. C'est cette réflexion du type, moi, en tant que salarié aujourd'hui, ça me va pas, j'ai trop de frustration, je dépends trop d'une organisation qui ne m'épanouit pas, j'ai pas l'impression d'être considéré à la hauteur de ce que je voudrais. Moi, si je gérais les choses moi-même, je pense que ça se passerait vachement mieux. Je ferais mieux de me lancer en tant qu'indépendant. Alors, qu'est-ce que tu penses de cette question que j'imagine beaucoup d'auditeurs se posent, beaucoup d'auditeurs salariés se posent? Oui, moi je me suis posé il y a pas longtemps, ça pose en ce moment. En fait, freelance, ok, pourquoi? La question c'est pourquoi passer freelance? Parce que très clairement, tu peux être salarié et très entreprenant, c'est-à-dire que tu peux être salarié et créer tes applis à côté, les vendre, etc. sur les shops, etc. Mm-hmm. Et tu peux être freelance et être porté par une ESN, travailler chez un client et changer ton temps contre de l'argent comme tu l'aurais fait en tant que salarié. Mm-hmm. Donc, j'allais dire, ok, alors on va partir sur un simple constat. Oui, freelance, ça gagne beaucoup plus. Nous, on faisait un calcul, c'était assez simple. En freelance, tu gagnes 2 fois plus qu'en salarié. Mais évidemment, toutes les charges sont pour toi. Donc ça, faut les défalquer au bout d'un moment. Mais au final, tu gagnes quand même beaucoup mieux ta vie, avec quand même quelques risques. À savoir que freelance, tu roules la première année normalement minimum à 100K, si tu travailles bien sur un temps de travail équivalent à celui d'un salarié. Et donc t'as pas le droit à l'auto-entrepreneur. Donc tu vas être sur des types d'entreprises, SA, SARL, etc. Donc effectivement, il y a aussi toute cette partie-là à gérer. Faut que tu gères ta santé, ta mutuelle, ta prévoyance, ta retraite, parce que alors autant te dire que la retraite, ça, on s'en rend pas compte sur le coup, mais je pense qu'à la fin. Et puis on se dit, on aura toujours le temps de se poser la question, mais malheureusement, il faut pas attendre de se poser la question pour aborder le sujet, je pense. Donc voilà, la question déjà de se poser, c'est freelance. Est-ce que si c'est juste échanger du temps contre de l'argent, je suis pas sûre que ce soit la meilleure idée. Ou alors peut-être partir. Il y a aussi des contrats intermédiaires. J'ai travaillé avec des entreprises de portage. Qui permettent d'avoir quand même un statut équivalent salarié, etc., avec la protection sociale du chômage et compagnie. Donc, je veux dire, voilà. Bon, après, c'est le choix de chacun. Si tu passes freelance en disant je vais gagner plus et garder finalement le même type de vie, pourquoi pas. Sauf que le freelance déjà, aussi, il faut partir du principe que faut savoir te vendre. Donc déjà, si tu avais du mal à négocier des augmentations, tu vas avoir du mal à négocier un TJM acceptable. TJM, un taux journalier moyen, c'est-à-dire on est payé au jour, c'est-à-dire 500, 550. Les meilleurs sont à 1005, voire plus. Donc voilà, déjà bien se poser ces questions-là. Et freelance, ok, mais aussi comment. C'est-à-dire que j'avais plein des anecdotes. Non, j'en avais, ils étaient plein de choses qui te reviennent en tête. Ah là là, qui venaient en mode Marraine, je veux passer freelance. Ok. Mais si tu veux, je te rembourse même tous les frais de licenciement, etc. Moi, ce que je veux, c'est le pôle emploi pour pouvoir créer mon entreprise en bénéficiant de l'ARS. Et effectivement, en fait, c'est ça la grosse astuce. Et ce que j'ai vu, c'est que c'est un business, ce truc, mais c'est un business. Parce qu'en essayant en montant mon entreprise, je suis rentrée dans les cabinets de comptable et tout. Ah, purée. Et donc, quoi qu'il en soit, démissionnez pas. Voilà. Si vous voulez passer freelance, faut obtenir une rupture conventionnelle ou alors une démission pour création d'entreprise. C'est un peu plus complexe. On y reviendra tout à l'heure. Mais déjà, négocier une rupture conventionnelle, c'est comme tout, Ça se négocie. Tout le monde vous dira, c'est pas possible. Chez nous, on le fait pas. Ce n'est pas vrai.
Il y a toujours moyen d'avoir une rupture conventionnelle. Je vais pas partir dans les grands débats, ça peut être compliqué, mais ça se fait très bien. Faut renseignez-vous sur les calendriers de rupture conventionnelle, c'est-à-dire que les entreprises peuvent pas faire autant de ruptures conventionnelles qu'elles le veulent. Les entreprises ont un nombre de slots par mois de rupture conventionnelle. Ok, c'est pas annuel, donc on peut pas donner le conseil de le faire plutôt en début d'année en espérant que ça passe mieux. Non. Mais du coup, j'allais dire premier arrivé, premier servi. C'est-à-dire que nous, on avait notre calendrier de slots de rupture conventionnelle, et on savait parce que parfois, voilà, de toute façon, les gens savaient qu'ils allaient partir, donc c'est pas la peine de pousser non plus. Donc, ok, je peux, mais ce sera à tel mois parce que mon premier slot dispo il est là. Mais du coup, ça laisse le temps, j'allais dire, de se lancer en mode création d'entreprise. Hein. Oui. Donc voilà, l'important c'est d'avoir ce calendrier-là en tête, de voir comment ça fonctionne. Et après, il y a la démission pour création d'entreprise. Et alors là, je dis attention, parce qu'il y a des subtilités. Alors c'est génial dans l'idée, hein, c'est-à-dire qu'on a le droit de démissionner, mais de toucher quand même les aides Pôle emploi, création d'entreprise, et donc d'avoir ces allocs et tout ça, quoi. Mais c'est possible uniquement si la création d'entreprise est validée par un comité. Donc déjà, faut bien valider la manière dont on va présenter son dossier. Et ce n'est possible que si on a un nombre d'années quasiment ininterrompu de travail. Et je crois que c'est 5 ans. D'accord, ok. Mais j'allais dire, si on a dans ces 5 ans 2 mois, je crois que c'est 3 mois sans contrat, ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir droit à la démission pour création d'entreprise. Alors tu peux avoir démissionné, mais après pas avoir droit aux avantages derrière. Donc c'est à bien regarder. Il faut aller sur le site du Pôle emploi, il y a un simulateur. D'accord. Et ça permet de se donner une date, de se dire ok, là je peux pas, mais l'année prochaine en mai je pourrais. Donc pareil, ça laisse le temps de se préparer. Donc de toute façon, pour passer freelance indépendant, la préparation c'est primordial. Mais la préparation de tout. Réfléchissez même avant au contrat que vous allez faire. Et ça c'est très simple. Vous allez voir un comptable et ça va vous coûter 0. C'est-à-dire que tous les comptables, surtout si vous arrivez en disant je suis dans l'informatique et ils ont très envie que vous soyez leur futur client, ils vont vous offrir 1 heure de conseils gratuits sur comment monter l'entreprise. Ok. Avec plein de voilà, les statuts, qu'est-ce qui va être défalcable, comment je vais faire parce que quand on passe freelance, sa vie, c'est d'être freelance. Hein. C'est pas juste un statut, hein. Ça devient sa vie. Et donc, est-ce que je vais défalquer des factures de téléphone, l'essence de la bagnole, etc. Donc, mais tout ça se réfléchit en fait. Tout ça, ça se réfléchit. Et le comptable, il va vous donner plein de conseils. Alors moi, je vais dire, pour moi, j'en ai vu 3 et aucun m'a donné les mêmes conseils. Donc, même eux, ils sont pas d'accord entre eux. Non mais pour dire, non mais c'est hyper compliqué quoi. Et on peut se dire, je vais aller sur internet et regarder 3 trucs et c'est parti, je fais avec tel statut. Non, allez voir les comptables. Encore une fois, la plupart, pas demander quand même avant, hein, mais la plupart font 1 heure de conseils gratuits. Et vous aurez vraiment tout ce qu'il faut avec des simulations chiffrées, etc. Et ça va vous permettre de savoir exactement comment ça se passe. Et j'allais dire, même si ce n'est qu'un rêve lointain, vous pouvez y aller et déjà commencer à poser les choses avec un comptable. De toute façon, vous aurez besoin d'un comptable. Alors, vous pouvez faire votre comptable tout seul. Hein. Normalement, c'est pas ultra compliqué, mais c'est long et c'est fastidieux pour employer un mot qui n'est pas familier. Et très clairement, un comptable peut vous faire gagner beaucoup sur plein de choses, voilà, sur toutes ces petites choses qu'on peut défalquer. Donc il y a des experts comptables en ligne aussi, on peut le dire hein, d'ailleurs, aujourd'hui en plus avec des banques en ligne pour gérer ses comptes en tant que pro, qui se branchent dessus et qui en plus permettent de faciliter quand même pas mal la vie, mais effectivement faut bien l'avoir anticipé. Ouais. Et alors, et dernière chose, quand je disais freelance, c'est une vie, c'est-à-dire que, comme je disais, passer freelance pour continuer d'échanger son temps contre de l'argent, bon, ok, pourquoi pas, mais je suis pas sûre que c'est la meilleure manière d'entreprendre le freelancing et l'entrepreneuriat en général. C'est-à-dire que dans le milieu de la tech, l'IT, tout ça, vous pouvez vendre beaucoup plus et beaucoup plus cher. C'est-à-dire que créer un produit, alors que ce soit le mettant en ligne quelque part ou en le vendant à une boîte, ça peut être vraiment une super manne.
donner, enfin voilà, faire des cours ou de la formation. Ça peut être une super bonne aussi. Et d'ailleurs, je sais plus, j'avais vu un podcast, mais c'est maintenant un terme qui rentre un peu dans le langage plus commun, mais de hyper freelance, quoi. D'avoir 3 activités. C'est, je fais mon consulting, je fais mes actions de formation et je fais des produits à côté. Et en fait, tout ça, la queue leu permet vraiment d'avoir une montée de tarification assez exponentielle, hein, puisque quand les uns donnent très bien, voilà, qu'on arrive à vendre plus cher son produit, on peut se dire maintenant, je suis un peu libéré au niveau consulting. Je peux facturer plus cher mon consulting parce que de toute façon, voilà, je suis libéré mentalement, hein, de la charge de faire rentrer de l'argent. Et puis tout ça aussi, ça crée du revenu passif, mais j'allais dire, il faut y penser pareil dès le début à tout ça. C'est-à-dire que son montage d'entreprise, pour moi, faut penser à tous ces aspects-là dès le départ, même si on les met pas en place dès le départ, parce que comme je disais tout à l'heure, une retraite d'indépendant, c'est pas énorme, hein, c'est vraiment rien à voir avec ce qu'on pourrait avoir à côté. Donc sa retraite, on la crée différemment. Et alors, je viens d'avoir cette anecdote là en tête. Non mais elle est super drôle, Donc je suis allée voir un comptable comme ça avec mon mari, puisque on avait un projet de chacun monter une boîte. Et donc il y a le comptable qui me sort, il dit, oh là là, faut que je te montre un truc. Donc il me dit ça à moi. Là sur internet, et il dit, tu vois, ça c'est la dernière création d'une femme de développeur que je suis. Et j'étais là, ok, nouveau boulot, femme de dev, quoi. Et de dev freelance. C'est un statut presque à part entière. Ouais, c'est ça. C'est comme femme de médecin à l'époque, quoi. Et en fait, la nana, elle gérait le fric de son mari. Non mais vraiment. C'est-à-dire qu'elle... Et donc il s'achetait des immeubles dans Nantes pour en faire des espaces de coworking ultra tech, mais vraiment ultra tech, vraiment pour des freelances de la tech avec des écrans géants de ma boule. Il montrait les photos. Non, mais c'est super idée ça. Non mais et en fait le premier et vous allez, enfin voilà, ceux qui iront voir des experts comptables, ils sont tous en mode non mais après vous invitez dans l'immobilier. On va faire un petit pactole sur un côté, après on achète un immeuble. Ils sont tous fous, tu vois. Non mais du coup, si tu veux, c'est ça aussi, allez voir ce genre de personnes, ils vous donnent des idées un petit peu qui peuvent paraître étranges au premier abord, mais il y en a plein qui s'en sortent comme ça. Et voilà. Et non mais pour dire, c'est vraiment une autre manière d'envisager sa vie, quoi. C'est l'entrepreneuriat, on le vit matin, midi et soir, on mange avec. Et je pense que d'ailleurs tout le monde n'est pas prêt à le faire, parce que souvent on dit moi je suis pas fait pour avoir un patron, j'ai besoin de je pense que malheureusement cette phrase, il me semble qu'elle est un petit peu tordue, parce que de toute façon c'est pas parce que t'es freelance que t'as pas quelque part un patron, c'est pas forcément le même, c'est pas un responsable hiérarchique, tu vas pas négocier de augmentations avec lui, mais t'as quand même les mêmes enjeux qui vont se transposer d'une autre manière, et imaginer un monde où tu te retrouves vraiment à faire totalement ce que tu veux me semble assez utopique, ça me semble difficilement compatible avec le monde du travail. Oui, tu peux faire ce que tu veux évidemment en termes de livraison de travail, tu peux pas faire n'importe quoi, Non, après, par contre, le freelancing, ça permet d'avoir accès à une façon de travailler différente. C'est plus facile d'aller. De toute façon, faut devenir négociateur. Voilà. Faut devenir négociateur, négocier avec ses clients, négocier la vente de ses produits, etc. Mais après, négocier aussi de devenir un digital nomade. Pourquoi pas. Enfin, disons que il faut imaginer l'ensemble des possibles et faire son choix dedans. On peut pas tout faire en même temps, mais pour moi c'est important, et je pense que en tant que coach, etc. C'est quelque chose sur lequel j'appuie. C'est quoi le projet, quoi. Enfin, avant même de se dire je vais le faire je veux être freelance. Qu'est-ce que tu veux faire, et après on va chercher effectivement comment satisfaire à ça. Et un petit point d'attention aussi, freelance, faut savoir que toutes les boîtes ne prennent pas des freelances, parce que les freelances peuvent avoir une mauvaise image de gens qui justement sont pas des gens de confiance, ils peuvent partir du jour au lendemain. J'ai des entreprises, j'avais des clients qui refusaient de travailler avec des freelances et qui rompaient des contrats nationaux parce qu'ils avaient chopé qu'on avait mis des freelances en portage. C'est-à-dire que les mecs, parce que c'était le contrat, c'était pas de freelance.
Voilà, donc non, mais il faut le savoir. Il y en a d'autres qui adorent les freelances. Donc, mais c'est pareil, si on est dans une petite région avec un petit bassin d'emploi, peut-être se renseigner avant. Ok, qui sont mes clients potentiels? Est-ce qu'ils prennent vraiment des freelances? Sous quelles conditions? Et puis, enfin voilà, se border comme ça. Écoute, c'est top. On sent encore une fois ton énergie et ta passion derrière cette approche-là. Donc, c'est hyper agréable de t'entendre nous délivrer tes conseils et ton regard avec toutes les expériences que tu as pu avoir et que tu continues à te créer. C'est top. Est-ce que tu penses qu'on a fait le tour des thématiques d'accompagnement de carrière que tu voulais qu'on aborde dans cet épisode, ou est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas eu l'opportunité de souligner? Pour cet épisode, ça ira, mais si tu as plusieurs années devant toi. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Non, c'est très chouette parce que je trouve que ça se transpose bien à la vie au quotidien, la vie du monde professionnel. Tu vois, que tu sois salarié aujourd'hui ou pas, que tu sois dans l'univers de la tech ou pas, je pense que tout ce que tu dis avec beaucoup de transparence, on peut le toucher du doigt, mais de te l'entendre dire, ça permet de positionner un curseur de manière très claire dans notre esprit. Donc c'est intéressant. Et juste pour finir, je dirais, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de faire. Encore une fois, il y a son projet à soi. Faut bien se le cadrer. Et après, je veux dire, les choses se mettent en place assez naturellement. Et puis, il faut pas se mettre de la pression non plus. Faut pas se dire, purée, j'ai raté ma vie parce que je suis pas devenue freelance à 40 ans. Donc, non, mais on s'en fout. C'est pas le problème. C'est maintenant, voilà, quels sont tes objectifs? Puis les objectifs d'une vie peuvent changer aussi. Donc, bien se poser les bonnes questions, prendre le temps de caler les choses. Et puis, après, on est plus serein aussi. C'est pas la peine de se mettre en burn-out freelance. Alors que bon, voilà, c'est pas le but non plus, quoi. Ouais, c'est se mettre en double risque, du coup, si on se met en freelance et qu'on le gère pas bien derrière. Et il y a de plus en plus, enfin, c'est pas parce qu'on est freelance et donc on a plus de patron qu'on peut pas être en burn-out, hein, très clairement. Donc, absolument, ouais. C'est un risque réel, hein. Donc faire attention. Merci infiniment Marlène pour cet épisode j'espère que les auditeurs prendront autant de plaisir et souriront autant que moi en t'entendant délivrer tous tes regards. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut en savoir un petit peu plus sur ce que tu mets en ligne sur les sujets que tu abordes? Oui, je suis sur LinkedIn. Alors déjà, la dernière fois, il y avait pas mal de monde qui m'avait contacté, y compris des managers de SN. J'étais assez surprise. Trop bien. Voilà, enfin, trop bien. J'ai l'impression que c'est bien, mais... Oui, mais justement, certains qui se posaient un peu des questions sur leur manière de travailler, etc. Y compris certains qui étaient en train de monter leur boîte et compagnie. Donc déjà, pour échanger, vous pouvez venir sur mon LinkedIn, pas de problème. Et puis après, je pose des articles un peu plus longs. Je commence à poser des articles sur LinkedIn, mais plus courts. Et je fais des articles un peu plus longs où j'essaie d'adopter le même ton, pas forcément hyper cadré. Voilà, je parle comme si je te parlais à toi. Ça me va bien. Sur mon blog, en mélangeant des anecdotes, des conseils. Je trouve que c'est la meilleure façon de fonctionner. Et le nom est trop long, hein, j'ai pas acheté de domaine à mon nom encore, donc. Le lien sera dans les notes de l'épisode. Voilà, ça sera dans les notes. Et puis peut-être qu'un jour je ferai un peu la même chose version YouTube, mais ce sera peut-être un jour. J'allais te poser la question si ce serait pas propice d'avoir des vidéos sur les sujets que tu abordes. Moi, je les verrais bien, mais. C'est de travail. Oui, mais voilà, c'est ça. Au bout d'un moment, il va falloir que je choisisse. Parce que moi aussi, je passe à mon compte avec pour objectif de gagner du temps. Donc, faut pas non plus que je travaille plus qu'avant. Tu vois, sinon... Effectivement. Et c'est tellement facile, je pense, quand on est à son compte et que justement on n'est pas cadré par un environnement de responsable en entreprise, justement de mal gérer son temps, mais pas dans le sens ne pas en faire assez. Je pense que le grand risque, c'est peut-être d'en faire trop et de déborder, puis arriver à tout gérer. Merci infiniment. Merci beaucoup Marlène pour le temps passé. On compte évidemment sur toi pour répondre présente si jamais il y a des questions ou que tu as d'autres sujets que tu voudrais partager à l'audio, ce serait avec grand plaisir. De votre côté, faites-nous savoir si les contenus qu'on vous met en ligne au travers de Tech Café et surtout le témoignage de Marlène vous intéressent et vous inspirent. Si vous avez l'impression qu'en écoutant Tech Café, ça vous informe concrètement, que ce soit sur la veille de la tech ou sur les sujets annexes qu'on apporte aussi dans les épisodes
supplément tel que celui-ci. Si en plus vous passez un bon moment et que vous vous dites, bah voilà, moi ce podcast aujourd'hui dans les transports, il me rend un vrai service, il me divertit, j'ai pas d'équivalent, bah n'hésitez pas à envisager d'aller soutenir le podcast sur Patreon, patreon.com/techcafé. Et puis, si jamais vous n'avez pas forcément la possibilité de soutenir financièrement Tech Café, je vous invite quand même, c'est le minimum requis, d'aller déposer un avis si vous l'avez pas déjà fait sur Apple Podcast, sur Podcast Addict ou même quelques étoiles sur Spotify. L'enjeu, vous le connaissez, on va pas vous faire croire que l'algorithme des podcasts vous recommande plus Tech Café s'il est bien évalué, mais par contre, le jour où quelqu'un tombe sur un épisode de Tech Café et qu'il voit toutes les belles évaluations que vous avez déposées, il saura que c'est un contenu de qualité auquel il peut s'abonner durablement. Merci beaucoup à toi Marlène d'avoir participé à cet épisode, merci beaucoup pour votre fidélité. On se retrouve dans quelques jours pour un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous.